Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire Employé Advocacy de Widcom. C'est parti. Alors, pour reprendre un petit peu le programme d'aujourd'hui, merci à tous d'être présents. Nous allons vous exprimer qui est Widcom en quelques mots, très brièvement. Et puis nous allons reprendre qu'est-ce que l'employé advocacy, le comprendre, et puis vous expliquer les méthodes, la méthode, une méthode de mise en place, quels sont les points clés, en 7 points clés de mise en place d'un programme d'ambassadeurs pour vos sociétés. Nous allons également pouvoir vous faire la démonstration de Loomaps sur la partie social advocacy. Certains d'entre vous sont clients déjà Loomaps, d'autres vont l'être très prochainement. On va pouvoir vous montrer dans Loomaps qu'est-ce que le programme de social advocacy. Et puis on a la chance également d'être en partenariat avec Let's Sign It, Capucine Roche, qui va pouvoir vous expliquer aussi qu'est-ce que l'advocacy grâce aux signatures mail de Let's Sign It. Alors c'est parti. Donc en bref, Widcom, très rapidement, c'est une société de conseil qui est experte depuis plus de 10 ans dans l'implémentation d'outils de communication interne avec une large couverture de secteurs d'activité ou de taille d'entreprise. On est multilingue, on a un siège social en France et puis on est capable d'englober des environnements Google ou Microsoft sur des services qui vont de la conseil en communication interne, conseil en adoption des réseaux sociaux, création de contenu de com comme du podcast, web radio pour ceux qui étaient là au dernier webinaire, aide à la définition des besoins et dessiner les canaux de communication, redessiner les canaux de communication, et l'installation et l'intégration de solutions d'intranet Loomaps depuis la création de Loomaps, et également l'intégration de la signature électronique avec Let's Sign It, comme on le verra tout à l'heure. On est également en mesure de pallier à des besoins de communication interne comme les designs de chartes graphiques ou le développement de connecteurs. Voilà très rapidement pour Widcom. Alors, l'employé advocacy, qu'est-ce que c'est ? L'employé advocacy, dans sa définition, c'est le mécanisme par lequel les entreprises encouragent leurs collaborateurs à devenir des ambassadeurs de leur marque dans leur vie quotidienne et notamment sur les réseaux sociaux. Alors, en 2019, le baromètre Edelman, qui mesure la confiance des individus envers les différents groupes et institutions de la société, montre que les fonctions exécutives sont les moins crédibles au sein de l'entreprise. Au contraire, les salariés bénéficient d'une meilleure crédibilité. L'importance de la part de voix ne se fait plus selon la visibilité et le crédit de la fonction, mais selon un taux de confiance. Par exemple, on observe très simplement que demander des conseils d'un ami ou regarder des avis en ligne pour un resto est devenu très naturel avant de réserver. Jeter un œil à un commentaire client sur Amazon, c'est également une pratique plus qu'étendue avant de passer à l'action d'achat. On a donc bien sûr une montée des influenceurs sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Donc ça, c'est pour reprendre un petit peu le contexte. Maintenant, pour comprendre le phénomène et ce qui va nous intéresser de mettre en place, on a 3 leviers pour l'entreprise. Le premier, c'est l'image de marque. 24% le contenu est partagé par un collaborateur environ 24 fois plus que le même contenu partagé par l'entreprise. Donc on a un gain en visibilité et en notoriété auprès d'une large audience.
Si on s'arrête un petit peu à un cas d'usage qui est Accor Hôtel, eux, ils sont passés d'une audience de 4,8 millions d'audience à 27 millions de personnes, avec un programme où ils sont 250 000 employés répartis dans le monde entier. Le programme a été lancé en 2015 et avait pour objectif d'humaniser la marque et de permettre aux employés de raconter leur propre histoire. Donc il y a eu un pilote de 2000 personnes environ. Ça représente 10% des objectifs à l'époque. 10%, c'est un bon chiffre pour le lancement de vos ambassadeurs. Ça dépend bien sûr des secteurs d'activité, mais si vous êtes davantage connecté, effectivement, on peut toucher les 25% très simplement. Mais pour des personnes qui sont pas toujours derrière un ordinateur, 10% c'est bien. Ils ont été identifiés parce qu'ils étaient déjà actifs sur les réseaux sociaux. Hein. On a pris les 10% identifiés tout simplement avec les plus connectés. Et puis, ils ont sélectionné une équipe de curateurs internes pour aider à fournir du contenu à partager avec les employés. Donc le résultat, les employés partagent 7 fois plus qu'ils ne le faisaient avant de commencer. Donc il y a vraiment une avancée du partage sur les réseaux sociaux. Les participants ont développé leur réseau avec presque, je crois, 4000 nouvelles connexions. Ça a généré une valeur média qui, on l'évalue à $500 000 en 3 mois, ce qui est pas négligeable. Donc il y a vraiment une évolution du média, de la valeur du média. Et ils ont réussi à doubler les hôtels actifs sur les réseaux sociaux. Ils sont passés de 700 initialement à plus de 1700 aujourd'hui. Et donc l'audience a été multipliée par 6, passant en un an d'une communauté, comme on l'a dit tout à l'heure, de 4,8 millions de personnes à plus de 27 millions. Donc si on faut retenir un chiffre clé, en moyenne, seuls 3% des collaborateurs partagent le contenu de leur entreprise, et donc ces 3% génèrent pourtant 30% de l'engagement total. Il y a un 3-30. Pour le deuxième levier, il s'agit ici peut-être du plus simple en termes de ROI, c'est le levier de la marque employeur. Un collaborateur a en moyenne 300 contacts sur ce réseau professionnel, et donc ça veut dire qu'il y a d'autant de candidats potentiels à aller chercher. Donc on gagne en visibilité auprès des talents grâce au réseau des collaborateurs, et donc une crédibilité dans le discours et les valeurs. Si on prend le cas pour HubSpot, sans aller trop loin dans l'explication, il faut savoir que c'est une société de 1700 personnes. Ils ont aujourd'hui 30 000 clients dans 90 pays, et ils sont principalement concentrés sur les millennials talentueux. Donc ils ont poussé une culture primée avec une mission de partage sur tout ce qui est réseaux sociaux, blogs, sur l'internet au sens large, et ils ont l'équipe de recrutement fortement axé les contenus, la communauté et la créativité pour nouer le dialogue avec tous ces milléniaux et d'autres candidats du monde entier. Vous pouvez aller voir, c'est HubSpot Life sur Instagram, donc ça regorge de photos amusantes, de témoignages, d'histoires d'employés, de citations inspirantes, et donc la mise à jour des événements axés vraiment sur l'employé. Je crois qu'aujourd'hui on est à plus de 1000 publications et 20 000 abonnés. Le chiffre clé ici, c'est l'entreprise avec des employés engagés ont 58% de chances supplémentaires d'attirer les top talents. Et pour le troisième levier, c'est le levier du social selling. Un lead généré par le marketing social convertit 7 fois plus souvent qu'un lead classique. Effectivement, pour les commerciaux, ça va très simplement se calculer en chiffre d'affaires. En tout cas, on a une conversion plus simple. Pourquoi ? Parce qu'on
on inspire la confiance et on montre son expertise en donnant la parole aux experts. Si on prend comme cas d'usage Oracle, ils misent tous sur LinkedIn avec plus de 4,5 millions d'abonnés. Ils ont un contenu qui est pertinent autour de ces activités professionnelles, mais surtout avec la prise de parole des experts et la valorisation de leurs actions. Les prospects sont aujourd'hui très actifs sur Internet. Durant leur phase de prise de décision, ils font beaucoup de recherches Google. Ils sondent l'avis de leur réseau professionnel, de leurs amis, ils visitent les comparateurs de produits en ligne, les forums et bien sûr les réseaux sociaux. L'objectif du social selling, c'est de ne pas laisser vos prospects seuls face à leurs questionnements. C'est vraiment d'être présent tout au long du cycle de vente et de leurs décisions. Alors, effectivement, du coup, la première conséquence du social selling, c'est de publier régulièrement du contenu intéressant, pertinent, bien promu. Et on dit souvent qu'un client existant, même s'il est inactif, le relancer pour qu'il devienne actif coûte 10 fois moins que de trouver un nouveau client. Et pour ça, le social selling permet d'appuyer son expertise, d'appuyer sa valeur, de donner des arguments d'autorité finalement indirectement grâce à des publications qualitatives. En chiffres clés, ce qu'on peut retenir ici, c'est que 75% des acheteurs en B2B utilisent les réseaux sociaux avant de prendre une décision. C'est énorme. 75% en B2B des acheteurs utilisent les réseaux sociaux pour une décision d'achat. Donc c'était le troisième levier pour l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du collaborateur, le salarié qui va prendre part à ce programme? En 2015, 45% des entreprises avaient créé déjà leur programme d'ambassadeur pour que leurs collaborateurs participent à la visibilité en ligne, personal branding. Certains ont, et là c'est 78% citent la reconnaissance comme principale source de motivation. C'est valable en règle générale, c'est aussi valable pour l'employeur advocacy, la reconnaissance. Et puis le développement des opportunités, de se former, d'échanger avec ses pairs, de se faire connaître, de développer son réseau tout bonnement comme on développe son réseau en physique. Donc nous venons de voir les leviers pour l'entreprise et les leviers pour les salariés. On va vous donner une petite méthode, c'est pas une petite méthode, c'est une grande méthode, mais dans des petites lignes pour pouvoir après passer aux démonstrations. Comment mettre en place un programme d'employé advocacy? Quelles sont les grandes lignes, les clés de mise en place d'un programme d'employé advocacy? Alors, il y en a 7 principales, mais avant cela, l'équation du succès. Très important, vos objectifs, plus les attentes des collaborateurs, vous donneront une vision commune, la vision commune. Là où les intérêts mutuels se rejoignent. Certains collaborateurs veulent être visibles en interne pour évoluer rapidement. D'autres souhaitent être vus de leurs anciens collègues avec de nouvelles marques qu'ils représentent. Et puis d'autres encore ne conçoivent même pas de ne pas être présents sur les réseaux sociaux par habitude, par génération, et tout naturellement le font en portant le logo. Il est primordial de clarifier les objectifs. Que partager? Concrètement, des nouveautés sur les produits ou services, une expertise sur un secteur, des événements d'entreprise, des postes à pourvoir, du contenu sur le quotidien des salariés, mais du contenu pertinent. Les gens partagent s'ils pensent que l'information sera utile à leur communauté. Et des contenus qui rassemblent,
les gens partagent s'ils pensent que l'information leur permettra d'échanger avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt ou avec qui ils ont un intérêt. Partager, mais que ce soit pertinent et contenu qui rassemble. Alors, numéro 1, on l'a dit tout à l'heure, clarifiez vos objectifs. L'image de marque, la marque employeur ou du social selling? Image de marque, j'augmente ma notoriété spontanée, je me différencie de la concurrence ou d'un concurrent clé, je crée un sentiment d'appartenance chez mes clients. Image de marque. Marque employeur, recruter de nouveaux profils chez les millennials, par exemple, augmenter la fidélité de mes collaborateurs, renforcer la culture d'entreprise et le sentiment d'appartenance. Et social selling, attirer plus de trafic sur ma marketplace, obtenir plus de leads qualifiés, identifier plus facilement les décideurs. Clarifiez vos objectifs. 2. Comprendre la perception du discours de l'entreprise en interne. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un gap entre les valeurs affichées et les valeurs perçues. 19% des collaborateurs pensent que l'expérience de travail que leur employeur promeut publiquement ne correspond pas à la réalité. Donc on a une nouvelle étude de Weber Sandwich qui a révélé que seulement 19% des près de 2000 employés dans le monde interrogé étaient convaincus que l'expérience de travail que l'employeur promeut publiquement correspondait à la réalité. Alors pourquoi? En d'autres termes, ce que les employés ont vu sur un site de carrière, pendant un entretien d'embauche, sur les réseaux sociaux, n'était pas compatible avec ce qu'ils vivaient, ce qu'ils avaient vécu dans les faits. Il faut donc allier les valeurs aux actions. Si on prend l'exemple de Patagonia, qui a un très faible turnover par rapport à la moyenne dans l'industrie, les valeurs affichées, c'est une société qui défend la nature et l'environnement. Et ben, les actions derrière, c'est des offres de stages rémunérés en environnement, des congés pour la formation à la désobéissance civile, des remboursements pour les frais de déplacement, et il y a un résultat finalement cohérent entre ce qu'il promeut et les actions derrière. Ce qui va permettre effectivement de diminuer ce gap entre les valeurs affichées et les valeurs perçues. Pour évaluer chez vous la distance qui sépare le marketing de l'expérience réelle et finalement se protéger des réactions négatives, c'est soit des échanges avec les salariés, soit des enquêtes tout bonnement, soit une écoute sociale, ou vous pouvez également aller voir Glassdoor, qui est un site qui reprend des commentaires. C'est un peu comme un resto ou Amazon sur les commentaires des salariés sur votre société. Suivez Glassdoor pour diminuer ce gap entre la perception et la communication. Troisième point important, il faut effectivement évaluer les freins potentiels à l'engagement par rapport aux collaborateurs. Qu'est-ce qui empêche mon collaborateur de passer à l'action de l'engagement? Qu'est-ce qui le gêne? Voilà, très simplement Vodafone qui avait des salariés motivés, engagés à l'engagement, motivés au partage, mais perdus. Peur de ne pas partager la bonne information, il y a beaucoup de sources et des canaux de communication différents, qu'est-ce que je partage? Des salariés qui finalement ne sont pas guidés dans un programme. Tout naturellement, on va parler de l'UMAPS tout à l'heure, mais il y a une idée importante, c'est déjà de rassembler l'information sur une même plateforme, de rassembler, canaliser les informations. Une même plateforme permet à l'utilisateur de savoir et avoir confiance dans le fait de retrouver l'information ou d'aller chercher l'information.
On le verra en démonstration rapidement tout à l'heure sur cette idée de même plateforme, mais ça peut être un frein potentiel à l'engagement d'être perdu dans qu'est-ce que je vais envoyer sur mes réseaux sociaux. Il peut y avoir d'autres freins qui sont je ne sais pas me servir assez bien parce que je ne suis pas dans le service communication. Là, c'est plus de l'information, de la formation pour pouvoir faire tomber des potentiels petits freins, mais il faut pouvoir les évaluer assez rapidement avant de mettre en place le programme. Et puis, on peut également évaluer la maturité. Confronter les salariés à des cas d'usage pour comprendre des réactions. Il y a un indice qui s'appelle l'indice IMD qui permet d'évaluer cette maturité digitale. C'est une combinaison entre les outils, les pratiques personnelles et professionnelles et la perception du digital. C'est un outil qui est synthétique. En 5 minutes, on peut répondre juste à 3 questions. La première, c'est quel est le niveau de maturité digitale des collaborateurs au sein de votre entreprise. La deuxième, c'est qui sont les champions et les décrochés de la maturité digitale dans votre entreprise. Et comment faire progresser la maturité digitale de vos collaborateurs avec quel plan d'action. Très important et finalement très intéressant de pouvoir étudier cette maturité interne des collaborateurs. Définissez le contour de votre programme. Quel niveau d'ouverture? Quel niveau d'engagement? Niveau d'ouverture, c'est-à-dire si c'est très ouvert, je vais avoir une large reach et possibilités. Donc on valorise la marque employeur, l'image de marque, on a un meilleur potentiel, mais on perd un peu la maîtrise de l'encadrement. Si on est un peu plus restreint, c'est-à-dire ouverture suite à un test, ouverture grâce à un dossier, une sélection, on renforce la légitimité des contenus, on a une plus grande valorisation, une meilleure maîtrise des équipes de communication, mais on a un petit peu moins de potentiel, de reach potentiel pour aller chercher un nombre illimité de nouveaux collaborateurs ou encore clients. Et puis le niveau d'engagement, si c'est produit en amont, c'est-à-dire qu'on a une caisse de résonance, on maîtrise totalement le discours, les contenus sont déjà produits, mais on a une communication qui est un petit peu moins authentique, un petit peu moins spontanée. Et puis si on a un niveau libre, eh ben on invite à la création tout type de collaborateurs, et donc on a un contenu qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus impactant, mais il y a un temps de formation nécessaire et une plus large prise de risque. En 6, ça paraît très très évident, mais finalement, ce n'est pas tant. Il faut sélectionner le canal de communication. Est-ce que j'utilise Twitter? Est-ce que j'utilise LinkedIn? Est-ce que j'utilise Facebook? Sélectionnons en fonction de la cible. Et puis, on peut également créer, comme l'a fait Reebok, des hashtags. Sur Instagram, ils ont créé Fit as Company qui permet... En fait, c'était un hashtag qui était déjà utilisé par les collaborateurs, mais aussi par les cibles, et qui permet de reposter grâce à ce hashtag et de suivre tout le fil de l'employé advocacy grâce au même hashtag, et donc de permettre un suivi pointu grâce à ce nouveau hashtag créé par Reebok. Donc, sélectionner les canaux. Et dernier point, il faut former ses ambassadeurs. C'est indispensable, il faut former aux bonnes pratiques. L'ambassadeur est content de monter en compétences, on se nourrit tous les jours de formation, mais ça permet d'avoir non seulement la maîtrise des réseaux sociaux, d'en savoir plus, d'avoir une maîtrise avancée, mais également de pouvoir communiquer clairement sur l'entreprise et puis savoir ce qu'il ne faut pas partager. Former, c'est aussi dire, on aime la spontanéité, mais il y a des choses qu'on préfère dans notre ligne éditoriale, donc on explique un petit peu son métier. Quand on forme un ambassadeur, on explique aussi le métier de la communication. Il faut vraiment des lignes directrices et une méthodologie.
pour pouvoir avoir l'équation du départ, une vision commune. Alors j'espère que ça a pu vous aider en termes de méthodologie. On a reparlé des grands principes du social advocacy, puis on est allé sur la méthodologie. Maintenant, je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe dans Loomaps. Donc c'est l'éditeur d'intranet Loomaps que nous avons choisi d'implémenter grâce à ses simplicités d'usage, de mise en place et de contribution. Alors je vous partage mon écran. Voilà, donc là on est dans Loomaps. Donc dans Loomaps, on a la possibilité ici, donc vous retrouvez pour ceux qui sont déjà clients l'interface. Donc c'est une interface qui est intégrée sur Office 365 ou sur Google. On va pouvoir retrouver sur cette interface l'ensemble des communications qui sont des communications internes, que ce soit des communications top-down de la direction, mais aussi des communications qui seraient par service ou entre collaborateurs. On a un ensemble de possibilités dans des communautés, par exemple, mais également sur des activités qui sont créées par la communication. Si je suis utilisateur et que je vois cette dernière actualité, je vais cliquer sur l'actualité pour la lire, et si je suis ambassadeur, je vais avoir la possibilité, voilà, une fois que j'ai lu l'actualité, de le partager sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Et si je le partage, je vais même avoir prédéfini une phrase qui a été créée par la communication que je pourrais modifier. Je pourrais même ajouter un tag, un hashtag, et puis je vais pouvoir directement le partager sur Twitter ici. Donc tout simplement, j'ai lu mon actualité et je l'ai partagée sur le réseau social. Je pourrais très bien aussi me dire, tous les mardis, j'ai l'habitude d'aller voir ce qui se fait par la communication interne sur directement la fonctionnalité social advocacy. Et donc je vais trier par topics. Si j'aime bien les RH, je trie directement sur RH, si c'est vraiment de la marque employeur. Mais je vais pouvoir retrouver l'ensemble des communications que je pourrais publier, parce que d'une semaine sur l'autre, j'ai envie de publier sur des réseaux différents, etc. Donc je vais vraiment avoir cette possibilité de retrouver le contenu et de pas être perdu, comme on l'a dit tout à l'heure, pour envoyer sur les réseaux sociaux. Ce qui permettra à la communication interne, dès lors qu'elle crée un contenu, de choisir s'il est partageable ou pas. Tous les contenus ne sont pas partageables. Et puis, une fois le contenu partagé, de suivre avec de l'analytics, de suivre les utilisateurs actifs, les ambassadeurs actifs, quels ont été les nouveaux contenus partageables cette dernière semaine, le nombre total de partages de ces derniers contenus. On choisit évidemment les 7 derniers jours ou autres. On peut choisir également un sujet ou des utilisateurs en particulier. Et on va regarder, on va suivre notre programme de social advocacy. Donc on est bien sur l'interface de l'intranet pour suivre social advocacy embarqué dans l'intranet Loomaps. Donc si vous avez plus de questions sur la partie Loomaps, voilà, on a en 2 slides où on vous enverra comment guider le partage du contenu, et puis comment mesurer ce partage-là. Nous vous enverrons les slides pour que vous l'ayez au moins en visuel. Et puis donc maintenant, merci pour votre écoute pour cette partie-là. Toutes les questions-réponses, bien sûr, à la fin. Juste avant ça, on va quand même regarder les avantages de la solution Let's Sign It. Let's Sign It, donc va nous présenter déjà Capucine, te présenter toi, et les avantages de mettre en place une solution à travers le mail, à travers la signature mail des collaborateurs. Voilà. Je te laisse partager ton écran, Capucine. Alors bonjour à tous. Hop, Caroline, est-ce que tu nous écoutes également?
Oui, bien sûr. Bonjour à tous du coup et merci Caroline pour l'invitation. Donc moi je me présente rapidement, je suis Capucine, donc je suis CMO de Let's Init et je m'occupe également de driver toute la stratégie produit. L'idée c'est que je vous présente un petit peu l'enjeu des signatures mail pour reboucler vraiment avec ce sujet-là de à quel point les collaborateurs ils peuvent être ambassadeurs de la marque et des campagnes de la société. Je vais expliquer un petit peu rapidement le contexte Let's Init. Je vais vous présenter rapidement la société et puis je vous montrerai un petit peu l'intérêt d'utiliser un outil comme celui-ci en vous faisant une démo produit. Alors, je vous partage mon écran. Hop. Donc brièvement, alors, Let's Init, du coup, c'est une société donc française, une société française marseillaise qui est donc basée à Marseille, qui existe depuis 2013. La marque Let's Init existe depuis 2013, mais on a une forte expertise autour de l'email professionnel depuis plus de 15 ans. On a du coup 45 collaborateurs qui sont basés et à la fois à Marseille et on a monté également une antenne à Montréal et à Seattle en début d'année 2019 de façon à se rapprocher du coup des équipes produits Microsoft, étant donné qu'on a un fort partenariat avec Microsoft nous également. Notre produit est parfaitement intégré avec la suite Office 365, avec Exchange également avec G Suite. On a aujourd'hui plus de 300 000 utilisateurs. Donc des utilisateurs qui sont à la fois des utilisateurs de petites sociétés. On adresse à la fois des TPE, PME et à la fois des grands comptes, comme vous pouvez le voir là, avec des références clients comme Pernod Ricard, Sephora ou Bolloré. Alors la gestion des signatures, c'est un problème. J'imagine que quand je vais vous parler de tout ça, vous allez certainement vous reconnaître. Il existe en fait aucune solution native embarquée dans la messagerie qui permet de faire en sorte que les signatures mail des collaborateurs soient uniformes et de faire en sorte du coup que les collaborateurs puissent être des relais de la marque de façon efficace et cohérente. Donc toutes les entreprises, elles essayent d'être cohérentes, de créer un modèle, de l'envoyer aux collaborateurs, mais il n'y a pas de mécanisme automatisé. Donc on a du coup des conséquences. Alors chaque collaborateur a sa signature préférée. Donc celui qui est minimaliste, qui enlève sa fonction dans sa signature ou son portable, celui qui se permet de rajouter des petites touches personnelles, ou celui qui change sa fonction. D'accord. Tout ça a un impact négatif sur l'image de marque. On a des entreprises qui dépensent des milliers, parfois des millions en termes de branding, parfois sur un changement de logo, et on se préoccupe peu finalement d'un des médias les plus utilisés par une entreprise, à savoir les emails quotidiens. Il y a un impact extrêmement fort du coup sur l'image de marque. C'est extrêmement frustrant. C'est frustrant par la communication, encore une fois, qui investit beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. C'est frustrant pour la DSI qui n'a absolument pas de solution pour intégrer ces modèles de signature de façon centralisée, automatisée. Et donc, on a un support informatique qui passe derrière les postes des collaborateurs, paramétrer les signatures, ce qui est extrêmement chronophage et sans forte valeur ajoutée. C'est frustrant pour les utilisateurs parce qu'on les sollicite également sur cette tâche-là qui est très souvent pénible et encore une fois chronophage. Donc au final, c'est une grosse perte de temps et une grosse perte d'argent. Pour vous donner un peu un référentiel pour une entreprise, on en a calculé en fait le problème justement de gestion des signatures et ce que ça pouvait coûter à une entreprise qui n'était pas équipée par une solution automatisée. Pour une entreprise de 200 collaborateurs, si on comptabilise les heures passées par le support, par les utilisateurs, par la com, ça coûte minimum 3 530 € le fait de gérer tout ça manuellement. Donc c'est géré manuellement et en plus ça n'a pas vocation enfin on n'exploite pas finalement du coup le canal email en le gérant manuellement. Donc je le disais, effectivement, c'est extrêmement important de se préoccuper de ce canal-là parce qu'il est diffusé massivement par tous les collaborateurs, hein. Et ces collaborateurs-là, en plus, ils sont en contact avec l'écosystème le plus intime de l'entreprise.
les clients, les prospects, les partenaires, les fournisseurs. Donc, il y a un vrai besoin de reprendre le contrôle et de se préoccuper de ce sujet-là dans un souci, bien sûr, de respect de l'image de marque. Mais il y a aussi, et nous, on en est convaincus depuis quelques temps maintenant, il y a aussi une vraie préoccupation marketing. Les Zenith, nous, on est convaincus, on a vraiment l'ambition de faire de la signature mail un canal de communication à part entière. Parce qu'encore une fois, on est persuadé que les collaborateurs, à travers leur signature mail, vont être ambassadeurs de messages et vont avoir la capacité à promouvoir des campagnes de façon extrêmement efficace, ciblée, parce que, encore une fois, ils parlent à des interlocuteurs intimes. Et que tout ça se fait à grande échelle parce qu'on parle des milliers de mails qui sont envoyés par une entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée sur la volumétrie, on a un collaborateur en moyenne, il reçoit 120 emails, il en envoie 40. Donc, on démultiplie à l'échelle d'une grosse entreprise. C'est un volume d'opportunités vraiment à exploiter. Et pour comparer un petit peu avec d'autres médias, par exemple sur la newsletter, on envoie une newsletter à des personnes qu'on a en contact dans une base de données, dans une base CRM. On observe en moyenne un taux d'ouverture de 23%. Sur les mails professionnels, on a une audience qui est davantage captive parce qu'on est sur de l'échange one-to-one. On a un taux d'ouverture qui est proche de 100%, et au niveau des taux de clics, on atteint des taux de clics entre 5 et 10%, ce qui est extrêmement bon du coup. Donc ça, on fait vraiment un canal de communication à part entière. Ça, on fait un canal de communication extrêmement puissant et pas cher parce que du coup, on capitalise encore une fois sur quelque chose qu'on utilise déjà, à savoir les mails qui partent tous les jours. Au niveau des opportunités d'annonce, on se met à l'échelle d'une entreprise de 100 employés, pour vous donner un ordre de grandeur, du coup, si on fait les multiplications, pour une entreprise de 100 employés, ça représente, du coup, on envoie en moyenne 80 000 emails tous les mois. Et en fait, ces 80 000 emails, ça représente autant d'occasions d'annonces ciblées. D'accord? Donc, d'annonces ciblées pour, encore une fois, relayer sa marque et pour relayer toutes les campagnes. Je parle de campagne et c'est vrai que les cas d'usage, en fait, en termes de relais de campagne sur la signature mail, ils sont vraiment infinis. Ils peuvent être RH, donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser les collaborateurs et leur audience finalement pour relayer les offres de recrutement de l'entreprise. Ils peuvent être davantage commerciaux pour épuiser un peu les stocks et promouvoir une offre du moment. Ils peuvent être un peu plus marketing comme où là, on va aller chercher surtout en ce moment où on a beaucoup d'événements qui se digitalisent, à aller recruter des inscrits à des webinars, à relayer du contenu type livre blanc. Et on a également beaucoup de cas d'usage, nous, auprès de nos clients, en termes de customer success, où on a en fait des services relations clients entiers qui s'équipent de Let's It pour sonder leurs clients, relayer des enquêtes de satisfaction ciblées. Et la signature mail est utilisée dans le dispositif sondage, du coup, comme un canal à part entière. Pour vous donner un petit peu des exemples de clients, du coup, un peu plus précis, on a, vous voyez, par exemple, le cas du client Pernod Ricard qui utilise au niveau groupe la solution pour amplifier le trafic vers leur site web. L'Argus qui a changé d'identité il y a quelque temps maintenant et qui a souhaité s'équiper de Let's It pour promouvoir cette nouvelle identité à travers les collaborateurs et les emails qu'ils envoient. Bien, je disais tout à l'heure, un canal de communication à part entière pour promouvoir des événements qui soient physiques. Alors, c'est un peu moins le cas en ce moment, mais ça peut être des événements digitaux. Le lancement d'un nouveau produit.
Ou encore, un exemple qui est très souvent marquant, c'est l'exemple des vœux de début d'année où on demande aux collaborateurs de partager la carte de vœux corporate. On leur renvoie manuellement un email et c'est souvent une tâche laborieuse parce qu'encore une fois, il n'y a pas de solution automatisée, donc les collaborateurs soit ils le font pas, soit la DSI est obligée de passer poste par poste et c'est quand même assez chronophage et sans valeur pour la société. Alors, la solution Let's Sign It, je vais vous la montrer du coup un petit peu plus de façon opérationnelle. Alors, nous, on a développé du coup un portail. Alors, je vais juste m'assurer que tout le monde voit bien mon écran. A priori, ça a l'air d'être le cas. Donc, on a développé un portail. Ce portail-là, là, il est à destination du service communication, du service marketing. C'est un portail à destination des métiers, du coup. Donc l'idée c'est que on accède à une interface web, donc avec des identifiants soit Office 365, soit G Suite. On est extrêmement, on est nativement connecté avec ces environnements-là. L'idée de départ, c'est que quand on vient installer Let's Sign It dans une entreprise, on va venir récupérer du coup la base de données interne, donc le listing de collaborateurs. Et là, on va récupérer, on va se connecter, se synchroniser avec les annuaires G Suite, Office 365, de façon en fait à récupérer la base de données des collaborateurs, les coordonnées des collaborateurs, et de façon à pré-remplir en fait les signatures avec ces coordonnées-là. D'accord. Donc, on va consolider une base de données interne et on a la possibilité, étant donné qu'encore une fois, la TNI se adresse des entreprises assez grands comptes, on a la possibilité de cloisonner en fait la gestion des signatures mail et d'avoir une gestion assez granulaire. Dans la mesure, par exemple, et je reprends le cas de Pernod Ricard, c'est assez parlant, où on a une organisation soit par marque, soit par pays, on a la possibilité de créer des filiales dans Let's Sign It, donc de regrouper des collaborateurs, de leur assigner un administrateur de signature spécifique et de faire en sorte que la gestion soit cloisonnée. Donc, l'administrateur des US va voir uniquement les utilisateurs des US et administrer les signatures mail des collaborateurs aux US. La France, idem. On peut les cloisonner en fonction d'un certain nombre de critères. C'est hyper malléable et ça couvre vraiment les besoins d'organisation d'une PME ou d'une entreprise grand compte. Je reviens un petit peu sur le tableau de bord. Du coup, l'idée, c'est que quand on arrive sur cette interface, on a un certain nombre d'indicateurs d'usage. On va voir la dernière signature qui a été créée, la dernière campagne. Je vous expliquerai un petit peu le concept de campagne. Et on voit un certain nombre d'indicateurs, donc à savoir les derniers utilisateurs qui ont été remontés de ma synchronisation, des données statistiques également liées aux signatures et aux campagnes. C'est un dashboard finalement qui me permet de piloter de façon macro mon outil. Moi, en tant qu'administrateur du coup de la solution, je vais aller créer des signatures, une signature en l'occurrence, à travers un éditeur drag and drop qui est extrêmement simple d'utilisation. Donc, j'ai des modèles qui sont pré-créés parce que je vais avoir chargé mon logo dans l'interface, des modèles qui sont automatiquement pré-créés. Tous ces modèles-là, ils sont modulables, absolument modulables, c'est-à-dire que je peux supprimer, changer la disposition, mettre le logo à un autre endroit, changer bien évidemment la couleur, tout un certain nombre de settings de style qui sont accessibles. J'ai également la possibilité d'importer un modèle en code HTML dans la mesure où j'aurai déjà un modèle existant et que je souhaiterais l'ajouter tel quel. Et voilà, je vais aller jouer avec le style de ma signature, les réseaux sociaux, importer éventuellement mes propres réseaux sociaux, jouer avec les couleurs des réseaux sociaux, la forme. Voilà, c'est un éditeur qui est extrêmement simple à prendre en main, qui permet de faire une signature quand même au pixel près. Cette signature-là, je vais également pouvoir lui donner une version reply. D'accord. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir éventuellement, si on le souhaite, alléger les réponses à des mails et mettre des versions light de signature reply. Ensuite, cette signature, le principe, c'est que je vais aller l'assigner à des collaborateurs. Donc, l'assigner à des collaborateurs, ça veut dire définir quels vont être les utilisateurs qui vont diffuser ce modèle de signature. Donc là, encore une fois, je vais pouvoir aller choisir soit des utilisateurs manuellement, les utilisateurs qui seront remontés de ma synchronisation avec mon annuaire ou d'un import fichier CSV,
Je vais pouvoir également, si je le souhaite, les assigner à des groupes directement. Donc des groupes, ce sont éventuellement les groupes qui auront été remontés de la synchronisation pardon, avec l'annuaire, ou alors ce sont des groupes qu'on aura créés dans Let's Init. Par exemple, nous, chez Let's Init, on a cloisonné la gestion des signatures en fonction des services, de façon à ce que le service marketing puisse avoir une signature différente du service Customer Care ou du service ressources humaines. Donc tout ça est extrêmement simple. Encore une fois, je vais simplement sélectionner la signature, l'utilisateur, les utilisateurs, les groupes, et je vais activer mon modèle. Une fois que ce modèle est activé, au niveau de l'expérience des utilisateurs, donc je le disais tout à l'heure, l'application, ce produit, la Tennis, il est disponible et parfaitement compatible avec les environnements Office 365, donc sur Outlook Online, sur mobile, sur G Suite également. L'expérience que je vais vous montrer là, c'est l'expérience d'un utilisateur du coup, qui est sur un environnement Outlook. Et l'idée, c'est que Let's Init, en fait, avec Let's Init, on va venir installer une application Windows. Et cette application, qui est cette fenêtre-là que je vous montre, elle va venir récupérer en temps réel les signatures qui auront été créées par l'administrateur sur le portail sans action de l'utilisateur. Et cette application, elle communique donc à la fois avec la plateforme Let's Init et elle communique avec Outlook, du coup, directement. Et c'est cette application qui va être capable d'apposer le bon modèle de signature pour la bonne personne. Donc ça, c'est natif, hein, c'est-à-dire que on vient communiquer directement avec le magasin de signature d'Outlook. Vous voyez, les signatures, elles sont ajoutées dans le magasin de signature. Et j'ai également la possibilité de gérer de la multisignature, c'est-à-dire que l'admin peut définir plusieurs modèles qui sont poussés à un collaborateur de façon à lui offrir cette souplesse-là, de dire, je vais, par exemple, je communique à quelqu'un qui est basé en France, donc je vais davantage utiliser une signature avec un message en français. Tout ça, le collaborateur, il a la main éventuellement pour choisir des modèles de signature. Cette application, elle permet également donc de faire l'interface entre Let's Init et l'Outlook de la messagerie de l'utilisateur. Elle permet également d'aller modifier ses coordonnées personnelles. Alors ça, c'est complètement débrayable et si vous le souhaitez, vous pouvez donner accès à vos utilisateurs à ces informations personnelles, aux informations qui vont donc apparaître dans la signature. On a certains clients qui bloquent complètement la modification des données personnelles par l'utilisateur ou d'autres au contraire qui ont besoin d'alimenter la base de données et qui vont demander aux collaborateurs de renseigner leurs fonctions, leur numéro de téléphone si ce n'était pas renseigné dans la base de données. Donc voilà pour l'expérience utilisateur. Je reviens un petit peu sur la partie plateforme. Pour vous expliquer le fonctionnement des campagnes, du coup, je vous en ai parlé longuement avant cette démo. L'idée, c'est que vraiment d'exploiter la signature mail en tant que canal de communication à part entière. Et donc là, le principe, c'est qu'on va aller créer des campagnes. Donc une campagne, c'est une bannière finalement qui va être importée dans l'outil et qui va être également assignée à des utilisateurs ou des groupes de collaborateurs qu'on va choisir sur la partie de gauche là. Et cette bannière-là, elle va être gérée en tant que campagne, c'est-à-dire qu'elle va avoir des dates de début, des dates de fin, de façon à ce que lorsque la campagne est terminée, la bannière va s'en aller automatiquement des signatures mail des collaborateurs. Je le disais tout à l'heure, l'exemple des vœux, c'est le plus flagrant dans les entreprises, mais on a tous connu le cas d'un collaborateur qui envoie encore des bannières de vœux en mars parce qu'il a oublié, il n'a pas compris, il ne se rappelle plus comment est-ce qu'il faut qu'il enlève son bandeau de mail. Le cas d'un événement qui est promu dans les signatures mail des collaborateurs et qui est terminé et pourtant le collaborateur continue à envoyer des mails avec cet événement-là. Donc, c'est pas terrible en termes d'image, encore une fois. Donc, cette gestion-là, en termes de campagne et de programmation de campagne, elle permet vraiment de faire en sorte que les bannières s'en aillent automatiquement des signatures des collaborateurs. Et je terminerai du coup par vous montrer la partie Analytics. Donc, Caroline vous l'a montré un petit peu dans l'outil Lumaps tout à l'heure. Il y a effectivement ce volet-là, la possibilité de voir, d'évaluer un peu l'efficacité du canal de communication, en l'occurrence des signatures mail. On va aller voir dans cette Analytics quelles sont les signatures, les campagnes qui performent le plus. Et on va surtout aller voir aussi quels sont les utilisateurs qui sont les meilleurs ambassadeurs de mes messages et ceux qui vont générer le plus de clics. Pour vous donner un ordre d'exemple, on a un bon collaborateur, c'est quelqu'un qui a une signature, une bannière qui peut être cliquée jusqu'à
300-400 fois en moyenne dans le mois. Donc, ce qui est une vitrine supplémentaire et qui est significative du coup pour amplifier l'impact de ces campagnes. Voilà sur la partie signature mail. Je Merci vais beaucoup. mon écran et je vous propose effectivement de répondre à vos questions s'il y en a. Voilà, on avait beaucoup de choses à vous montrer, donc on a préféré mettre les questions à la fin, mais c'est à vous. On a eu quelques questions tout à l'heure, mais je crois que les réponses ont été données. C'était en combien de temps sur la slide il me semble que c'est le groupe Accor. C'était en 3 mois. En 3 mois. Voilà. Mais effectivement, on l'a dit un petit peu plus tard dans la présentation. Pas vraiment beaucoup de questions. En tout cas, merci de votre présence à tous. On attend encore un petit peu. Ah, c'est pour toi, Capucine. Effectivement, je vous ai pas parlé de ce volet-là. Je vous repartage rapidement mon écran. Ça va aller vite. C'est juste pour vous expliquer que notre offre, en fait, elle est segmentée en 2 modules. Hop. Donc, 2 modules. Hop. Alors, la question pour ceux qui ne la voient pas, c'est quel est le coût? Alors, le Sally semble hyper intéressante. Ça, merci Stéphanie. Et quel est son coût? Donc, nous, on a découpé notre offre en 2 modules. Le module Let's Sign It Starter, c'est vraiment la partie, vraiment le module signature. Donc, l'objectif, c'est de centraliser et d'harmoniser les signatures mail des collaborateurs. Et la version business qui intègre du coup l'offre starter plus le module campagne et donc le module analytics. Les prix, du coup, alors c'est un prix public entre guillemets et jusqu'à 500 collaborateurs. Le module starter, il coûte 50 centimes par mois par utilisateur. Donc ça, c'est valable jusqu'à 500 utilisateurs. Ensuite, on a des prix dégressifs, bien entendu, pour adresser le haut du segment. Et Let's End Business coûte 1 € par mois par utilisateur. Voilà, donc ça, c'est les prix pour commencer sur un nombre réduit d'utilisateurs. Et après, effectivement, c'est bien sûr à voir au cas par cas en fonction de votre usage et donc de la quantité d'utilisateurs qui l'utiliseraient. Bonne question. Mais en tout cas, on sera ravis de vous en dire un petit peu plus au cas par cas. Sur la situation, ouais. Bon, bah, très bien, mais si pas d'autres questions, plus qu'à vous dire merci de votre présence. Je pense que c'est le dernier webinaire avant l'été pour nous. Il va y avoir sûrement des replays et des mailings cet été, mais on se revoit du coup à la rentrée en septembre, peut-être avec les Sanit. On va voir sur un avec sujet. Avec plaisir. Merci à tous. Bonnes vacances pour Merci. et à bientôt. Merci, à bientôt.